Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Foot US de A à Z, un nouvel épisode preview. Comme vous le savez, on reçoit donc un fan de franchise pour chaque épisode. Et puis là, aujourd'hui, on part direction la NFC West et on va accueillir Cyprien, membre de la page Twitter AZ Cardinals FR. Bonjour Cyprien, comment tu vas? Salut Jo, ça va très bien. Merci de l'invitation. Je suis ravi d'être là pour parler des Cardinals avec tout le monde aujourd'hui. Ouais, ça va être super. En plus, je crois que c'est le premier qu'on fait ensemble parce que les dernières, on ne l'avait pas fait ensemble, si je ne me trompe pas. Ouais, je Et, l'avais fait avec Jacques, je crois, la première année et l'an dernier, je l'avais pas fait. d'accord. Ok. Et du coup, voilà, t'as répondu favorablement à l'invitation. C'était super. Comme d'habitude, on remercie toujours les invités qui viennent, la communauté FR, parce que, voilà, c'est toujours super de discuter. Et puis, on va dire que la communauté est plutôt cool en plus. Donc c'est Ouais. toujours génial de pouvoir échanger tous ensemble. Eh ben, on va se lancer dans la preview. Et j'espère que tes Cardinals te feront plaisir cette année. On verra bien, on en discutera plus tard dans l'épisode. Mais on va revenir vite fait quand même sur la saison précédente où voilà, on savait que la saison allait être compliquée quand même au départ. Donc on va y revenir. On fera un point sur la free agency. Vous avez l'habitude maintenant, hein, sur les départs, les arrivées. On parlera vite fait un petit peu du coaching staff qui n'a pas bougé chez vous et où c'est resté stable. Et du coup, on va pouvoir aussi en discuter un petit peu. Et après, on abordera la draft et on finira par le calendrier avec le petit prono qui va bien. Comme vous le savez, on se positionne en juillet, rien n'est fait. Ça permet ça permet de se lancer. Et puis, quand on réécoute ça un peu plus tard dans la saison, on se dit oh là 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 là. Ah, les boulettes. Et puis voilà quoi. Et puis du coup, à la fin de l'épisode, Cyprien, tu finiras par faire ta promo où on peut te suivre. Voilà, il y a pas mal de nouveautés aussi de ton côté, donc ça va être cool de pouvoir discuter aussi vite fait, puis que tu fasses ta promo. Très bien. Eh ben, on y va, on se lance. Je vais énumérer vite fait les défaites et les victoires de la saison passée. Vous avez commencé donc votre saison en week 1 chez Washington Commanders où vous perdez le match. Vous receviez les Giants. En deuxième match, vous perdez aussi. Je répète que Kyler Murray était absent à une très bonne partie de la saison, il faut le rappeler aussi. Ce qui était aussi très, très handicapant quand même pour les Cardinals en attaque. Hein, on ne va pas se mentir. Ensuite, vous alliez donc recevoir aussi les Dallas Cowboys, où là, vous remportez le match 28-16, qui fait votre première victoire. Ensuite, vous aviez quand même un début de calendrier quand même pas simple non plus. Vous alliez à San Francisco, vous perdez. Vous receviez les Bengals, vous perdez. Vous alliez chez les Rams. Ensuite, à Seattle. Ensuite, à Baltimore et chez les Browns, où là, vous perdez tous les matchs quand même. Mais c'était un calendrier quand même costaud à ce moment-là. Ensuite, en week 10, vous receviez les Atlanta Falcons où vous remportez le match 25-23. Au retour de Kyler, à ce moment-là. Voilà. Au retour de Kyler, exact. Week 10, ouais. Je ne sais plus si c'était week 10 ou week 12. Contre les Falcons. Contre les Falcons. Eh ben voilà. Du coup, victoire 25-23. Ensuite, vous perdez à Houston 21-16 chez Houston Texans. Après, vous perdez chez vous contre les Rams. Après, juste avant la bye week, vous remportez votre match à Pittsburgh 24-10, qui n'est pas simple à faire non plus, hein, aller gagner à Pittsburgh. Week 14, la bye week, comme je l'ai dit. En week 15, vous receviez San Francisco, vous perdez le match. En week 16, vous alliez chez les Chicago Bears, où vous perdez le match. Un peu, on va dire, la physionomie du match n'était pas simple, on va dire, mais un peu bizarre. Les conditions étaient atmosphériques, climatiques, étaient pas simples, il y avait beaucoup de vent, etc. Et puis voilà, bon. Et puis après, on parlera des problèmes du match plus tard. Voilà. Et après, vous avez remporté votre 4e victoire de la saison chez les Eagles de Philadelphie, où là, les Eagles ont commencé à plonger sur la fin de saison et on a vu au playoff que ça n'a pas tenu. Et vous finissez la saison chez vous contre les Seattle Seahawks, où vous perdez le match 21-20, un match de division comme on les aime. Et vous finissez votre bilan à 4-13. Bon, il y avait un coaching staff, il y avait l'absence de Kyler Murray une bonne partie de la saison, des blessés aussi, des joueurs décevants aussi, il faut le dire aussi. Oui, très mauvais même. Très mauvais, qui n'ont pas répondu aux attentes.
Vous aviez aussi trade pendant l'intersaison. C'était son nom m'échappe, l'ancien joueur de Clemson qui est parti. C'était quoi, Isaiah Simon? Non, c'est pas ça? Oui, il est parti. Alors attends, quand est-ce qu'on l'a envoyé? Je pense qu'on l'a envoyé à la fin de la saison dernière aux Ça doit être Giants. ça. Ouais, je sais plus, aux Giants. Voilà. Et du coup, voilà, ça faisait quand même l'un des bons joueurs de l'équipe qui partait aussi. Donc, voilà, il y a eu quand même beaucoup de. Mais il n'avait jamais réussi à trop s'imposer non plus chez vous. Ouais, Voilà, c'était. Ouais, je le mets pas dans la catégorie des bons joueurs. C'était non, limite dans la ouais, c'était catégorie déception. joueur déception, ouais, on peut le dire Ouais. clairement. Alors qu'aux Giants, ça a plutôt voilà, pas mal été. Bon, ça n'a pas été exceptionnel non plus, mais ça a été un peu mieux, on va dire. On va dire ça comme ça. Il a été utilisé que dans un seul rôle aux Giants. Après, je l'ai moins suivi, mais il a beaucoup moins joué et plus dans un seul rôle, alors que chez nous, il faisait beaucoup de choses et très mauvaises, finalement. C'est pour ça qu'il avait été drafté, parce qu'à Clemson, il avait plusieurs rôles aussi sur le Ouais, terrain. Donc, voilà. il pouvait faire plusieurs choses. Ouais. Exactement. Donc voilà, bon, on peut dire une saison vraiment compliquée, décevante aussi malgré tout, parce qu'il y avait quand même, quand tu vois que tu perds, bon, même sur des conditions dantesques chez les Bears, tu perds le premier match contre les Ouais, Commanders. Tu perds, tu vas gagner le ouais, troisième match plutôt. contre Dallas, alors que Dallas, à ce moment, c'était quand même, c'est pas une équipe simple à jouer malgré tout, même s'ils sont toujours décevants en playoff, mais c'est pas une équipe simple à jouer. Bon, après l'enchaînement, San Francisco, Cincinnati, Rams, Seattle, Baltimore, Browns. Ouais, là, tu peux comprendre que tu t'en perds. Bon, tu perds tous les matchs, mais ouais, ça a été compliqué, quoi. Cet enchaînement-là était très dur la saison dernière, quoi. On avait un strength of schedule que les Américains aiment bien classer. Donc, la difficulté du calendrier était assez élevée pour nous l'an dernier. Dans notre division, enfin même, oui, dans notre division, toujours assez relevée. Enfin, oui, dans notre division NFC West, il y a toujours du niveau de toute manière. Mais en plus de ça, on avait des adversaires qui avaient, oui, un peu des bons éléments. Donc, c'était un peu dur de jouer. Effectivement, il y a des matchs que tu as rappelé qui sont un peu dommageables. Celui contre les Bears, effectivement, même si c'est un match bizarre, celui-là. Les deux premiers, moi, je pense Commanders et Giants, c'est des matchs que tu dois gagner normalement sur le papier. En tout cas, si tu as Kyler Murray. Tu dois prendre un des deux, quoi. Au moins un des deux, déjà. Ouais, mais avec Josh Dobbs, en fait, bon, c'est une pièce lancée en l'air et voilà, elle tombe du mauvais côté. Tombe du mauvais côté. Contre Dallas, elle tombe du bon côté. En fait, ça équilibre la chose finalement, parce qu'on doit jamais gagner. Enfin, on doit jamais gagner ce match. On le domine de la tête et des épaules le match contre Dallas, mais c'est un peu tout le monde se demande pourquoi. Mais moi encore, je me demande pourquoi. Et ça y a pas de souci. Donc après, quand tu dis les résultats sont décevants, donc le bilan il est décevant comptablement 4-13, c'est décevant, bien sûr. Tu gagnes que 4 victoires. Mais au vu de tout ce qui s'est passé dans la saison, au vu de, comme on l'a dit, Kyler Murray qui est pas là au début de la saison, d'un effectif qui n'a tout simplement pas d'assez bons éléments, notamment en défense, euh, quand on voit ce qui a été produit par l'équipe en termes de mentalité, en termes d'accrocher les matchs, parce que tous les matchs ont été accrochés. On était vraiment une équipe euh, chiante, excusez-moi du terme, on était une équipe chiante à jouer en fait pour les adversaires parce on accrochait tous les matchs. On en a remporté quelques-uns, des durs pourtant, et on a montré des petites choses. Donc c'est ça qui donne un motif d'espoir quand même dans la saison dernière. C'est vraiment qu'il y avait quelque chose, il y avait de l'envie, du mental, etc. Et ça, c'est très bien pour construire pour la suite. Bien sûr. Et puis, c'est l'esprit du coaching staff à pas lâcher. Ils ont été là. Exactement. À part le 27-0 contre les aux Brands. Ouais, Sinon, c'est vrai que ouais. les deux premiers matchs, tu perds 20-16, 31-28. Bon, voilà, déjà, tu perds ces deux-là. Après, t'en as un peu plus d'écart. Mais tu es dans le Mm. match quand même quasiment jusqu'à la fin, quoi. Donc, c'est sûr que, ben voilà. Et quand tu n'as pas cet élément ou ces top players qui font les plays au bon Exactement. moment, Exactement. ça reste compliqué, quoi. Hein, on est clair là-dessus. Manque de Parce que talent. c'est ce qui fait passer le cap à certaines franchises aussi. C'est Ok. que ce soit en défense ou en attaque, c'est le joueur qui te fait changer un match, quoi. Exactement, exactement. Et ça, Tu vous as ne tout à l'aviez fait pas, raison. quoi. C'est ce que Non, faisait Kyler Murray en pleine santé il y a 2-3 ans. Mais exactement. quand il était drafté, bah, voilà, c'est le mec qui te changeait le cours d'un match.
Donc, Sur une action qui va garder le ballon peut-être un peu plus longtemps derrière sa poche, éviter 3 plaquages, se reset et puis envoyer une bombe quoi de 40 yards. Il en est totalement capable, oui. Et quand il est pas là, c'est pas Josh Dobbs qui va faire ça. Et le match contre les Browns, pour préciser, c'était Clayton Tune donc Dobbs s'était blessé et c'était Clayton Tune qui avait pris la relève. Et là, on a vu que c'était pas, voilà, joueur rookie drafté. Il manque des choses quoi. Le pauvre, il n'a pas passé un moment. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas lui qu'on attendait non plus pour jouer à ce moment-là dans la saison. Donc, c'est sûr que là, c'est sûr que c'est un peu problématique à ce moment-là. Mais bref, voilà. Donc, il y a eu quand même de la stabilité au niveau du coaching staff. On va le rappeler quand même. L'année dernière, voilà, vous aviez embauché donc le head coach Jonathan Gannon, qui apporte sa philosophie et puis qui apporte, comme tu dis, son esprit sur le terrain aussi de rien lâcher et tout ça, ce qui est hyper important quand tu vis des saisons galères, parce que si ça vient bien se passer la saison ou dans 2 saisons, eh ben, on pourra dire que lui était là au départ et qu'il a apporté ce bien-être à l'équipe, on va dire, et cette mentalité, surtout, je cherchais le mot, cette mentalité, quoi. Et l'offensive coordinateur est Drew Petzing, si je n'écris pas son nom, et le défenseur coordinateur Nick Rallis. Voilà, voilà. Et puis il y a l'assistant head coach special team qui est Josh Rogers, si je me trompe pas. Voilà, lui, il est là depuis des années. C'est le seul qui de l'ancien régime est resté et qui connaît un peu le club, qui a aussi peut-être pu faire la transition, au reste du nouveau coaching staff. Tu l'as dit, Jonathan Gannon, il apporte une mentalité. On a eu tous peur. Enfin, moi, le premier, j'ai eu peur quand on voit les vidéos, quand il arrive, bien sûr, où il est vraiment bizarre. On dirait Michael Scott dans The Office, hein, clairement. Et en fait, il a fédéré son groupe autour de ça, autour de sa personnalité. Ça marche bien. Voilà. Petzing fait un très bon travail, lui, de tacticien en attaque aussi. Moi, voilà, il y a quand même certaines choses qui m'ont plu quand même l'année dernière en attaque, en sachant quand même que voilà, vous n'aviez pas l'attaque d'il y a 2-3 ans en arrière non plus. Voilà, vous avez perdu quand même DeAndre Hopkins qui était quand même, voilà, on le voit même aux Titans quand il faut faire les plays, il est toujours là. Donc c'est sûr que là, quand t'as plus un top receiver comme lui, il faut le temps. Espérons qu'à la draft, ça arrivera que le prochain DeAndre Hopkins soit là. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Mais voilà, en tout, on peut retenir, voilà, mentalité, stabilité, et on laisse travailler le coaching staff parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Exactement. Il y aura beaucoup d'équipes, on sait qu'il y a des patrons de franchise qui sont pas patients pour un sou et que des fois, ça dégage au bout d'un an parce que tu n'as pas les résultats. Et là, vous saviez. On en est l'exemple. Voilà, on en est l'exemple. Donc, vous saviez très bien ce qu'il fallait faire au départ, quoi. C'est quand nous, c'est l'année de Josh Rosen, 2018. Le coaching staff, il fait qu'une seule année. Josh Rosen, il fait qu'une seule année. Après, c'est une bonne réaction, honnêtement, mais parce qu'on a tout de suite vu que ça ne tenait pas cette équipe en 2018. Tout changé en un an. Là, on a vu en un an quand même qu'il y avait des motifs d'espoir. Pour tout ce qu'on a dit juste avant, et c'est logique que la stabilité prime. Ok. Donc là, du coup, on va partir sur le côté de la free agency. C'est le moment, on va dire. On va partir déjà sur les départs et puis après, on fera les arrivées. Au départ, vous n'avez pas beaucoup de départs quand même dans l'effectif, mais vous en avez quelques-uns quand même. Donc, Marquise Brown qui a été signé à Kansas City. Rondale Moore qui a été trade aux Falcons. Le tight end Josh Swain qui est toujours free agency aujourd'hui. L'offensive line PJ Humphrey qui est toujours aussi free agent. Le defensive line Leki Fotu qui est parti chez les Jets. Le linebacker Josh Woods qui est toujours aussi free agency. Et le cornerback Antonio Hamilton qui est parti chez les Falcons. Pour toi, là, c'est la dernière liste que j'ai eue sur NFL Network ce matin. Ouais, c'est les noms qui comptent. C'est les mecs qui ont joué. Il y en a d'autres qui sont partis, mais qui étaient des pièces de rotation et qu'on n'a pas beaucoup vu ou qui n'ont pas le niveau, tout simplement. Mais là, eux, oui, typiquement, sont des joueurs qui ont joué. Tu regrettes quelqu'un dans cette liste-là Alors, je vais regretter, je pense, Antonio Hamilton, qui était le seul cornerback à être à peu près au niveau l'an dernier.
Mhm. Voilà, vétéran, ça faisait un moment qu'il était là. Il aimait bien la franchise, ça se voyait. Voilà, lui, je le regrette un peu. Et après, pour quand même l'héritage qu'il laisse, tout ce qu'il laisse, DJ Humphries, qui était le joueur drafté par la franchise, qui était là depuis le plus longtemps. Mais lui, malheureusement, il s'est fait les ligaments croisés en fin de saison, donc il jouera pas cette année. C'est pour ça qu'il est free agent encore, hein. Ouais. Oui, Clairement, il sinon il aurait jouera pas trouvé une cette équipe. année. Oui, sinon il aurait trouvé une équipe. Ouais, sinon il aurait trouvé une équipe parce qu'il a encore un petit niveau. Là, on fait une transition avec Paris Johnson qui a été drafté l'an dernier sur le côté gauche. On a préféré une autre option à droite maintenant. Voilà, c'est compréhensible. Donc, enfin, en termes de sportivement, ça me fait pas mal. Après, en termes d'amour que j'avais pour lui, parce que ben, oui, c'est un capitaine, etc. Ça fait un peu chier quoi, de voir les gens partir quand ils comptent. C'est ça, ouais. Et puis quand c'est pour des blessures comme ça, voilà, c'est des mecs qui peuvent Voilà, t'apporter l'expérience aussi. Ça, tu leur signes un tout petit à fait. contrat. Le mec, il va être là, il va encadrer tout le monde. Et des fois, c'est toujours aussi important d'en avoir un dans les vestiaires. Parce que, ben voilà, comme tu dis, pour accompagner un Paris Johnson qui a été drafté l'année dernière, ben, ça permet d'avoir une bonne expérience à côté de lui. Mais bon, après, voilà. Après, de toute façon, il faut que ça se fasse comme dirait l'autre. Puis il est blessé de toute façon, donc il pourra pas jouer. Donc, Ouais, voilà. il y a des questions contractuelles qui rentrent en jeu souvent. Il pouvait être cut à ce moment-là sans qu'il y ait beaucoup de dead money, enfin Mm. voilà, de monnaie perdue. Donc, bah, tu le fais malheureusement parce que ça reste un business, bien sûr, mais C'est ça. le timing est compréhensible aussi. Les sentiments en NFL n'existent pas, on va dire, clairement. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement. Ouais. Pour certains bons, et puis c'est souvent Oui, les bons en plus. ouais. Voilà, c'est pas le mec qui va faire les gros titres pour une connerie, donc c'est souvent comme Non, ça. non, Donc, lui, non. c'est vraiment dommage. Même s'il vient de Florida. Dédicace à Guigui, Florida Gators. Là, là. Bref, eh ben on va partir sur les arrivées. Ouais. Bon, les arrivées, là, vous avez quand même un peu de monde qui est arrivé quand même dans l'effectif. Je liste et puis après on en parle, on échange ensemble dessus. Donc vous avez le QB Desmond Reader en provenance des Falcons qui est arrivé. Le running back DJ Dallas qui a signé un contrat donc de 8,25 millions de dollars, dont 2,3 garantis. Vous avez le receveur Zed Jones pour 4,25 millions de dollars. Je crois qu'il était au Jaguars, si je ne me trompe pas, Zed Jones. Je crois, ouais. Je crois que Ouais, c'est c'est ça. ça. T'as raison. Le wide receiver Chris Moore qui signe un contrat de 1 an. Vous Mm. avez l'offensive line Kate Ismail qui re-signe chez vous. J'ai les re-signatures aussi dans la liste qui re-signe Mm. chez vous. Un contrat de 1 an. L'offensive tackle Jonah Williams qui signe un contrat Ouais. de 30 millions. L'offensive guard Tristan Colon qui signe un contrat de 1,75 million de dollars. 450 000 garanties, autant de dire en NFL, c'est donné. L'offensive guard Elijah Wilkinson qui re-signe un contrat de 1 an chez vous. Le centre Evan Brown qui signe un contrat de 2,35 millions de dollars. Le défensif tackle Justin Jones qui signe un contrat de 30 millions, dont 19 millions garantis. Le défensif tackle Bilal Nichols qui signe un contrat de 3 ans. Le défensif tackle Kiris Tonga qui signe un contrat de 1 an. Le linebacker Chris Barnes qui re-signe chez vous pour 1 an. Le linebacker Mike Wilson qui signe un contrat de 12 millions de dollars pour 2 ans pour vous, avec une prime si voilà, Ouais. dans le contrat pour aller jusqu'à 15 millions. Le cornerback Sean Murphy-Betting qui signe un contrat de 25 millions, dont 17 millions garantis. Le long snapper Aaron Brewer qui re-signe chez vous. Et le punter Blake Jellikin qui re-signe aussi chez vous pour 2 ans. Voilà, dans cette liste, bon, bah, Desmond Raider, il était trade juste avant la draft, je Oui, crois. ben, en fait, il est Ouais. trade pour Rondale Moore. Voilà, Randall Moore. C'était Bon, un échange joueur-joueur. voilà, ça sera votre backup, Exactement. clairement. Voilà, toi qu'est-ce que tu aimes dans cette free agency et puis ce que tu aurais peut-être préféré ou pas, ou voilà, vas-y. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'on donne. Ça paraît des gros contrats, mais enfin certains, mais c'est des contrats qui restent globalement assez courts. Donc tu t'endettes pas sur les années à venir. Enfin, tu leur donnes un peu d'argent pour montrer que bah, ils ont le niveau tout simplement, qu'ils peuvent s'acclimater à l'équipe. Si ça marche pas, tu passes à autre chose. Point final. Si ça marche, tu peux négocier, etc. Encore une fois.
Donc pas de gros contrats longs, pas surpayer des joueurs. Il y a des franchises qui l'ont fait, je pense. Je pense là aux Panthers qui ont peut-être surpayé des mecs, des hommes de ligne, voilà, entre Après, autres. Mais après, une franchise comme les Panthers, si tu veux les faire venir, tu es obligé de mettre la monnaie aussi, quoi. ouais, C'est un mais peu inconvénient. nous aussi, hein. Enfin, on a le même problème. Si tu veux faire venir un joueur, chez nous, actuellement, tu es obligé de les surpayer. On l'a pas fait. Je pense que c'est une bonne chose parce que on n'est pas encore dans cette optique-là de jouer le titre, hein, tout simplement. On va pas se cacher. On cherche du talent. On a amené des petites pièces par-ci par-là qui ont un petit potentiel ou qui sont à la relance. Je pense à Jonah Williams, par exemple, sur des postes importants. Donc voilà, on cherche des solutions, pas très chères ou un peu plus chères, mais sur du court terme. On re-signe des bons éléments de rotation. C'est pas des titulaires en puissance, mais ça, je pense à Tristan Colon sur la ligne offensive, ça parle à personne. Mais ce mec-là, il peut jouer sur toute la ligne et être acceptable si tu as un mec qui se blesse. Donc voilà, typiquement ça, c'est une bonne re-signature, je pense. La plus importante pour moi, c'est Sean Murphy Bunting parce qu'on n'a pas de cornerback actuellement. Je pense qu'on est la pire équipe au niveau des cornerbacks. Lui, il apporte un peu de talent. Il vient remplacer un Marco Wilson qui a été cut pendant la saison dernière, qui était horrible de chez horrible. Encore un joueur de Florida. Voilà. Non, non, mais oui, non, non, mais c'est sûr que je regardais là, ouais, oui, cornerback, ouais, ça fait pas rêver, on va dire. Ah, Mais bon, non, cornerback, c'est terrible, hein. C'est vraiment. Enfin, il y a Garrett Williams qui a été drafté l'an dernier, qui était blessé en début de saison et qui est revenu, alors qui est plus sur Nickelback dans le slot du coup, mais qui a été plutôt pas mauvais lui. Donc voilà, c'était le seul le seul qui a été plutôt correct. Il y avait Antonio Hamilton, mais ça reste pas une option numéro un de cornerback en NFL, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Ça peut être un bon 2, on va être clair. Hein, Ouais, voilà. 2, ouais, 3, ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Pour moi, c'est un mec qui, pareil comme Tristan Colon, c'est plutôt de la rotation, de la profondeur. Si t'as un mec qui se blesse, il est là, il tient la baraque, mais il te fera jamais gagner un match, quoi. Après, niveau safety, par contre, je trouve pas mal quand même. Buda Oui, oui, Baker et Jalen Thompson, je trouve c'est notre ça, force. C'est voilà, notre seule c'est force. d'un côté, tu peux, non mais d'un côté pour aider les cornerbacks, on va dire, Ouais, c'est d'avoir une bonne paire de safety des fois, ça aide aussi, quoi, on va dire. Donc, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et en plus, alors le problème qu'on avait, qui est plus un problème et qui je pense commence à être réglé, c'est il y avait donc on avait signé Kizir White au poste de linebacker l'an dernier. ouais, Qui s'est blessé, lui aussi en cours de saison. Tu l'as dit au début du podcast, on a eu énormément de blessés aussi, ce qui n'a pas aidé, hein, bien sûr. bien sûr. Il s'est blessé en cours de saison, mais lui, il est très bon, notamment contre la course. Mais du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des linebackers au milieu là qui étaient bons contre la course, et ça te libère les safeties en fait pour aider les cornerbacks, Exact. évidemment. Sinon, on était obligé d'envoyer soit Buda Baker, soit Jalen Thompson un peu plus bas pour aller plaquer s'il y avait trop d'espace, quoi. Non, parce que là, moi, je regarde un peu la depth chart défensive. Bon, on en attend beaucoup pour certains. Voilà, après, Ouais, bon, Aaron Collins, j'étais pas fan quand vous l'avez drafté à cette position-là, mais c'est un joueur où on attend encore beaucoup de lui malgré tout. J'espère vraiment il va quand même passer un palier à un moment donné. J'espère, hein, après, je vous le souhaite. Mais après, voilà, il y a BJ Ojulari qui a été qui a été drafté l'année dernière. ouais, ouais. T'as Chris Barnes, t'as Justin Jones, t'as Bilal Nichols. Voilà, c'est quand même des joueurs quand même Ouais, qui sont intéressants quand même. Bon, c'est pas les tops de la ligue, mais Bijo Julari, on a vu ce que ça donnait quand il était à LSU. Voilà, c'est des joueurs quand même, ces mecs-là, il y a moyen quand même de tirer le meilleur de ces gars-là. S'ils se blessent pas, je pense qu'on peut avoir une saison correcte de leur part, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. ouais, totalement. De toute façon, il y avait un énorme problème. Il y avait les cornerbacks et il y avait la ligne défensive qui était vraiment horrible. Plutôt l'intérieur de la ligne. On a joué avec, j'ai plus la stat et j'ai pas la stat, mais on a joué avec, je sais pas, plus d'une dizaine de joueurs sur les trois postes. On joue avec trois mecs hommes de ligne défensive au milieu. Ouais. Et on a joué, ouais, avec plus de 10 joueurs sur des postes là parce que des mecs qui se blessent. Alors que ça a commencé au début de l'année. Il y a le LG Collier, qui était l'ancien des Seahawks, qui faisait un bon début de saison, enfin une bonne pré-saison, blessé dès le début de l'année. Tu as les meilleurs Ledbetter. C'est des noms qui vous parlent pas absolument pas. J'en suis totalement conscient. Ils sont pas connus. Mais il y avait quelques bons petits joueurs.
Et en fait, ils se sont blessés, donc on a joué avec des quatrièmes options sur ce poste. Et Ouais, ça ouais. peut pas, voilà, ça peut pas fonctionner. Donc il fallait remettre à l'intérieur de ligne du talent. C'est ce qui a été fait en priorité avec Bilal Nichols, avec Justin Jones. Et ensuite, si ça peut libérer sur les extérieurs des hommes comme Biggio Ojulari, qui a été un peu discret, mais qui a montré des jolis flashs, pourquoi pas. Et puis après, on arrivera à la draft pour la saison prochaine. Sur la ligne, il y a eu des choses de faites aussi. Ouais. Eh ben, très bien, bah, bonne transition. Je pense qu'on était complet sur les joueurs arrivés. On va partir Tout à donc fait. sur la partie draft. Et là, vous aviez 12 choix de draft. Je vais les énumérer Ouais. et après, on va en discuter. Donc, choix numéro au round 1, choix numéro 4, vous prenez le wide receiver Marvin Harrison Jr. de Ohio State, que tout le monde attendait. Hein. Il y a 3 QB qui sont partis tout de suite. Et ben voilà, ben, lui, c'était le Le 4e suivant. joueur pris. Exactement. Un joueur comme moi, il m'a toujours tapé dans l'œil. J'ai toujours son Rose Bowl il y a 2 ans, Mmh. Mmh. contre Utah, où il fait un match extraordinaire. Et franchement, j'ai toujours ça. Et puis bon, c'est le Rose Bowl, c'est tout ça, donc ça emporte en plus une dimension supérieure. Mais franchement, j'ai toujours ce souvenir-là du match où je me suis régalé à le voir jouer. Et en sachant qu'en plus, ces 2 compères étaient partis, ne jouaient pas le match parce Oui, qu'ils étaient partis à oui. la draft. Donc, il Et était vraiment c'est tout pour seul. ça qu'il ouais. C'est pour ça qu'il explose là, la vue de tout le monde d'ailleurs. C'est que Bon, il nous, avait on la... est des suiveurs de college football, donc on le savait déjà avant. Ouais, ouais. Mais voilà, Marvin Harrison Jr., espérons qu'il voilà, il reproduit, qu'il se blesse pas et qu'il reste en bonne santé, surtout en NFL. On verra ce que ça donne. Mais voilà, on va en discuter après. Ensuite, toujours au round 1, choix 27, vous prenez le edge Darius Robinson de Missouri. En tour 2, vous prenez en choix 43 le cornerback Max Melton de Rutgers. Après, vous aviez pas mal de troisième tour. Donc, en 66e position, le running back Trey Benson de Florida State. Toujours au troisième tour, 71e position, l'offensive tackle Isaiah Adams d'Illinois. Au tour 3, toujours 82e position, le tight end Tip Rayman d'Illinois aussi. En 3e round, choix 90, le cornerback Elijah Jones de Boston College. Au tour 4, 104e position, le safety Taylor d'Adrian Demerson de Texas Tech. Au choix round 5, au choix 138, le edge Xavier Thomas de Clemson, où j'espère vraiment que ce joueur-là ne sera pas blessé chez vous. Parce que j'adore le joueur, hein, mais parce que bon, voilà, vous savez il y a tous, de très bons échos, Joe, hein, sur les rookies, les minicamps et tout. Il y a de très bons échos sur la personne et sur le joueur. Je ne veux pas lui porter malheur, mais voilà, je lui souhaite vraiment le meilleur parce que c'est un joueur en plus avec une mentalité vraiment incroyable. Toujours au tour 5, l'offensive tackle Christian Jones de Texas. Au choix, toujours 5, round 5, je veux dire 191e position, le wide receiver Tejan Palmer de UAB. Et vous finissez la draft au 16e tour, 226e position, avec le cornerback Jaden Davis de Miami. Bon, la liste est complète. Il y a des joueurs vraiment intéressants. C'est peut-être pas les plus ronflants, les plus connus du college football à certains postes, mais attention, ça a été fait quand même. C'est plutôt intelligent. Voilà, c'est plutôt intelligent. Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une. Alors déjà, l'accent est mis, je pense, sur des joueurs qui, encore une fois, rentrent dans le moule Jonathan Gannon et tout ce qu'ils cherchent en termes de joueurs, de mentalité de joueur, etc. Je pense qu'ils cherchent tout sauf des joueurs à problème. C'est ce qui a été fait. Alors, hormis peut-être Marvin Harrison, je parle de joueurs à problème, mais c'est même pas avec l'équipe. Hein, il y a eu ce deal avec Fanatics et moi, c'est un truc que je comprends totalement. Il est au training camp, c'est tout ce que je lui demande. Que son maillot, je puisse l'acheter ou pas, c'est pas mon problème. Ça arrivera en temps et en heure. Donc, du talent avec Marvin Harrison Jr., c'est impassable. Tu as un poste où tu en as besoin. C'est un profil que tu n'as pas. De toute façon, tu n'as plus de receveur. Tu passes d'une room de receveurs qui étaient tous en dessous de 1m80, hormis, comment s'appelle-t-il déjà, Wilson, qui venait de Stanford l'an dernier. Mike Wilson, je veux pas dire de bêtises, mais c'est Michael Wilson. Michael Wilson, ça. J'avais un trou sur son nom. Mais voilà, c'était le seul qui était grand. Et là, on a mis de la hauteur avec Marvin Harrison et du talent avec Marvin Harrison. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, regardez l'art de tracé qu'il a
c'est monstrueux. Alors l'année dernière, à Ohio State, il avait un peu la tête dans le seau, un peu blessé, pas trop envie de se défoncer peut-être sur certains matchs. Mais franchement, le mec a un talent mais incroyable. Il avait surtout aussi un quarterback qui n'était pas du même niveau que Non. lui qui l'avait eu les années d'avant. Aussi, il On l'a faut le senti, dire. Donc, on l'a senti un petit peu. et il a quand même envoyé une sacrée ligne de stats, un peu, bien sûr, beaucoup moins que l'année d'avant, celle avec CJ Stroud. Mais non, non, il y a pas de doute à avoir. En fait, personne n'a de doute sur Marvin Harrison à la sortie du college football. Donc, il n'y avait pas de doute à le prendre. Maintenant, peut-être la transition, elle sera plus dure en NFL, j'en sais rien. Il y en a qui se cassent la gueule, il y en a plein qui se cassent la gueule. Moi, je lui vois plein de manières de gagner sur un terrain face au cornerback. Donc, j'imagine qu'il trouvera une porte de sortie de toute manière. Voilà. Non, Et même. il est capable de tout faire. C'est ça l'avantage de Ouais, ouais, Marvin. c'est ça. L'extérieur, l'intérieur, les tracés courts, Ouais, les tracés longs. Et tout. puis ses mains. On peut dire Ouais. ce qu'on veut, mais ses mains, elles sont extraordinaires. Quoi. Ouais. De toute façon, si on veut comparer aux derniers receveurs qui sont sortis des LSU, vous pouvez mettre Smith et Jigba, vous prenez Chris Olave. De toute façon, vous voyez bien les receveurs que ça donne en NFL. Ouais, ça bosse bien. Ça bosse Même bien. par moment, si on dirait, ouais, Chris Olave, on l'attendait peut-être mieux que ça, machin. Bon, après, voilà, laissons le temps et on n'a pas tous les ans ou tous les 2 ans des Justin Jefferson, des Jamar Chase qui éclaboussent comme ça la NFL tout de suite. Chris Olave, il fait 2 saisons à milliard, si je dis pas de bêtises. Même la deuxième, il se blesse, donc il manque des matchs. Voilà, c'est pas le même profil que Marvin Harrison, hein, Ah du non, tout. pas du tout, pas du tout. Ouais. Voilà, Harrison est beaucoup plus complet, je pense, sur ce qu'il a montré en college football. Enfin bon, bref. Ça, c'est un pic évident de toute manière. Le reste, c'est plutôt, comme je t'ai dit, dans la mentalité. Même à partir du deuxième pic de premier tour, Darius Robinson, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'attendaient là. C'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore le profil. J'avais repéré depuis extrêmement longtemps dans le processus de draft. J'étais fan. Son match contre Georgia, qui est une des meilleures universités des États-Unis, quoi. Point. Ben, son match contre Georgia, c'est vraiment, il fait une masterclass. Donc, moi, il les m'avait. deux dernières années où Georgia a galéré pour gagner des matchs, ça a été contre Missouri. Hein. Les 2 dernières années, ils ont vraiment galéré. L'année dernière, il y a 2 ans, ça passe tout près. Ils gagnent sur un drive, je crois, à la fin. Et puis là, cette année, ils ont été menés pareil, ils ont été malmenés pendant un sacré moment du match. Et Darius Robinson y était pour beaucoup sur 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 le ligne bordel, défensive. sur la ligne Ah ouais, défensive. ouais. Ah, il y a des plays qui sont hallucinants et il a pris une position plus extérieure alors qu'il a un profil très très grand, très longiligne, très musculeux. Il est un peu vieux, il a de la bouteille. Il va falloir travailler la technique encore, mais il peut jouer sur l'entièreté de la ligne défensive. Je pense que Gannon, il aime bien cette polyvalence, puis la mentalité du mec. Quoi. Quand tu l'écoutes, le mec, enfin, le mec, il a 50 ans dans sa tête. Hein. C'est vraiment, il est carré, organisé, c'est incroyable. Tous les mecs derrière, c'est pareil. Je pense que les 2 cornerbacks qu'on a pris, parce qu'il fallait remettre du talent, c'est très intéressant parce que c'est des cornerbacks qu'on n'avait pas, on n'a pas ce genre de profil. C'est des cornerbacks qui sont assez talentueux pour jouer en presse, pour jouer des match-ups en 1 contre 1 et pas se faire burn. Que ce soit Melton ou même Elijah Jones. Même si je pense qu'Elijah Jones sera meilleur à l'intérieur, même s'il a un profil plus grand que Melton. Voilà. J'attends de voir, hein, bien sûr, la transition, comme je l'ai dit, c'est jamais du 100%, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais sur le profil, je trouve que c'est très intéressant. Et voilà, et après tous les autres, alors il y a Tyler Demerson que j'aime bien en safety, même si on n'en a pas besoin, j'aime bien le joueur. Ouais, mais il va apprendre. Il va apprendre. Puis, derrière les autres, Exactement. c'est que bénéfique. Ouais, ça peut être que bénéfique, effectivement. Puis même en special team, ça peut être très intéressant. Et on a pris ici le dernier qui est très intéressant, je pense, dans la liste. C'est Trey Benson en running back pour mettre un complément à James Conner qui a été très très bon l'an dernier. Le jeu de course a été globalement très très bon l'an dernier, mais il manquait peut-être un peu de gaz. Trey Benson, il a le profil, le build est parfait, il va très vite, il est explosif. Honnêtement, pour moi, c'était dans la discussion du meilleur coureur qu'on pouvait prendre dans la draft. On l'a pris au 3e tour. Ça me choque pas. On en avait peut-être besoin. Il va falloir peut-être remplacer James Conner qui est vieillissant aussi à un moment. Voilà. S'il se blesse pas, c'est vraiment un bon choix.
Non, bah oui, non, mais puis un running back à partir du 3e tour. Oui, En c'est plus, pas choquant. Vous aviez tellement de 3e tour, vous aviez 4 Ouais, 3e tours. 4. Donc, il fallait en prendre un à ce moment-là. C'est pas comme certains qui montent au 2e tour pour aller chercher un running back en sachant que la classe c'était pas non plus, c'était pas voilà, Exactement. c'était pas Bijan Robinson, c'est pas tout ça. Hein, donc voilà, il fallait être patient et il y en a plein qui sont tombés plus tard et moi je prends toujours je prends toujours parce que ça a marché, mais le choix de Kansas City, ils ont pris au 7e tour Pacheco et on voit ce que ça donne. Oui, Alors, bien sûr. C'est pas le meilleur cours de la ligue, hein. Bien évidemment, on ne s'appuie pas que sur lui. Mais bon. L'année dernière, il nous a beaucoup aidé quand même. Non, mais c'est clair, hein, on le sait, un running back, tu le prends plus tard, il aura pas la même, comment dire, il aura pas le même impact peut-être qu'une superstar, comme un Saquon Barkley, un Christian McCaffrey, mais il aura toujours une rentabilité, même si tu le prends au 7e tour et que tu le fais courir. En fait, la capacité d'une équipe à courir, elle dépend plus de la ligne offensive en soi que du running back finalement. Non, mais c'est ça, tout à fait. Bon, je pense qu'on était complet là sur la partie draft. On va basculer donc sur le calendrier de la saison à venir. Et moi, je vais lister les matchs. Je te dirai mon bilan que je il n'y a pas de souci. Et après, comme je te dis, comme je le dis à chaque invité, je choisis 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison vraiment dans le bon sens. Ou si vous les faites pas, ça sera une saison, voilà, on en parlera correcte ou décevante pour toi. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Alors, le premier match, déjà, ça va pas être simple. Vous allez déjà à Buffalo. Donc, celui-là, ça va pas être simple non plus en week 1. Après, vous recevez 3 matchs chez vous. Vous recevez les Rams, les Detroit Lions, les Washington Commanders. Ensuite, vous allez à San Francisco. Vous allez à Green Bay. Bon, tant mieux. Vous allez à Green Bay au mois d'octobre. C'est pas en plein hiver déjà. Le choc thermique, il sera moins méchant, on va dire. En week 7, vous allez recevoir les Chargers. En week 8, vous allez chez les Miami Dolphins, pardon. Week 9, vous recevez les Chicago Bears. Week 10, vous recevez les Jets d'Aaron Rodgers. En week 11, c'est la bye week. Week 12, ça permettra déjà de faire un bilan du début de saison, on va dire. Week 12, vous allez à Seattle. Week 13, vous allez à Minnesota. Week 14, vous allez recevoir les Seattle Seahawks pour le 2e match de division. En week 15, vous allez recevoir les New England Patriots. En week 16, vous allez chez les Panthers. Week 17, vous allez chez les Rams et vous finissez la saison chez vous en recevant les San Francisco 49ers. Alors, ça n'était pas évident non plus de faire un bilan parce que d'annoncer un prono parce que voilà, mais il y a quand même des promesses. Et je me dis, il y a des matchs que tu peux accrocher et que tu peux tu peux avoir. Moi, je me dis, allez, si ça clique et que ça va pas trop mal, je me dis un bilan de 8-9 ou 9-8 suivant comment ça se passe, ça peut être jouable. Alors après, il faudra pas perdre certains matchs, mais ça peut être jouable. Bon, déjà, le premier à Buffalo, celui-là, tu le mets, voilà, tu le coches. Si tu le gagnes, tant mieux, c'est un bonus. Si tu le gagnes pas, c'est pas le plus grave. Par contre, voilà. Personne s'attend à ce qu'on le gagne. Les Rams, Détroit et les Commanders chez toi, là, il faut au moins essayer d'en accrocher déjà 2 sur 3. Ça serait déjà bien. Quoi. Avec celui des Commanders, pour moi, tu le coches, tu es obligé de le gagner. Tu es obligé de le gagner. Avec un quarterback rookie, avec tout ce qui est le gros changement chez les Commanders, tout sera peut-être pas mis en place. Tu as quand même Kyler Murray là, qui sera en pleine forme, qui sera à 100%. Voilà, on touche du bois pour que ça soit le cas. Bon, voilà, il y a quand même des choses à dire. Après, San Francisco, Green Bay, là, les 2 déplacements, c'est quand même pas simple non plus. Donc là, j'ai mis défaite. Par contre, voilà, tu vas recevoir les Chargers après. Ça peut être une victoire sur le match là. C'est jouable. Voilà. Après, tu vas à Miami. On sait que Miami, c'est pas simple non plus. Ça va très vite. Là, il suffit que, comme tu disais, tes corners, là, ils vont prendre Waddle et Tariq Hill. Ça va pas être simple. Voilà, bref. Donc, il y a tout ça. Moi, j'ai sélectionné 3 matchs. J'ai sélectionné le match à Green Bay. Je me dis, celui-là, si tu l'accroches, ça peut être sympa quand même. Le match à Seattle, c'est un match de division. On sait que les Seattle Seahawks sont en reconstruction aussi.
pourquoi pas, après la bye week, tu étais reposé, tu as eu le temps Ouais, d'analyser comme il faut le jeu. Je me dis, tu le gagnes celui-là aussi, ça peut te faire basculer ta saison plutôt dans le bon exactement. sens. Et l'avant-dernier, je me dis, bah, les Rams, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. C'est la fin de saison. On ne sait pas. Voilà, Matthew Stafford joue rarement des saisons entières. On ne lui souhaite pas de mal, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais les Rams sont là. Ils sont toujours chiants à jouer, ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Ce ne sera pas facile à sortir non plus de la division, hein, de la NFC West, il faut être clair. Mais voilà, ces 3 matchs-là, je me dis, si tu les gagnes, eh ben, tu peux finir peut-être avec un bilan de 17. 17, je me dis, ça serait bien. Ça serait exceptionnel quand tu sors d'un bilan de 4 matchs. Mais c'est le max que tu puisses faire. Quoi. Ouais, je me dis 9-8, 10. Allez, si ça clique pas trop en début de saison, le temps que ça se mette en route, tout ça, bon, tu fais un 7-10 sur la saison. Ouais, la dernière, tu es à 4-13. Bon, bah, ça me paraît correct, quoi. Ça me paraît correct. 9-8, même 9-8 serait une saison réussie, quoi. Pour moi. Ah oui, c'est une saison même plus que réussie, 9-8. Pour moi, tu vois, quand j'ai regardé le calendrier, de prime abord, je me suis dit 7 victoires. Voilà. 7 victoires qui sont totalement jouables. Et puis après, tu peux en voler une ou deux, effectivement, et monter jusqu'à 9. 10, c'est exceptionnel, honnêtement. Ah bah, Mais les matchs que tu as choisis, sinon, Joe, ils sont très bons. Moi, celui que je retiens le plus, c'est celui de Seattle après la bye week. En vrai, tu as raison, c'est vrai. Alors, tu as une bye week, tu joues ton rival de division à l'extérieur, et généralement, c'est toujours des matchs accrochés avec Seattle. On s'en sort pas trop mal chez eux, d'ailleurs. Et tu as une série de matchs derrière où tu peux faire vraiment mal en sachant que tu as les Vikings, tu sais pas trop qui jouera. Enfin, peut-être que JJ McCarthy aura pris le poste de quarterback, ça reste un quarterback rookie. Exact. Ça reste aussi Sam Darnold, si c'est pas JJ McCarthy, ça me fait moyennement peur, on va dire. C'est totalement jouable chez eux, je pense. Chez toi, tu enchaînes Seattle et les Patriots QB rookie. Ensuite, les Panthers où voilà, moi je pense, désolé aux amis Panthers, mais je pense que c'est le roster le plus faible actuellement de la NFL. J'ai fait le podcast avec eux hier, j'ai pas spoil, hein, mais voilà, on n'a pas mis un bilan hyper ouf sur la saison des Panthers. Hein, on va bon, après, c'est juste pour être gentil, c'est un nouveau cycle, c'est normal. Voilà, faut reconstruire sur des bases saines. Mais du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Là, si tu enchaînes une série de 5 victoires et que tu en avais déjà 2 ou 3 avant, sur la fin de saison, tu peux jouer quelque chose avec les Rams et les San Francisco. Mais ce match de Seattle en retour de bye week, c'est vraiment ce qui va donner le tour. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, puis ça permettra de faire un bilan de début de saison, comment s'en sortent les rookies. Est-ce que ta défense, est-ce que ta défense elle a progressé Exactement. Et qu'on voit la patte enfin du nouveau coaching staff vraiment et qu'ils ont mis des choses super en place. Et puis voilà. Et puis après, je me dis bon, il faut quand même rester positif malgré tout. Et voilà, on parle pas de bilan positif, mais on dit 7-10, 8-9. Eh ben, on a vu déjà des équipes pas terrible en NFL qui arrive à des bilans comme ça. Hein. Les Bears l'année dernière, ils finissaient avec un bilan, je crois, 7-10 ou un truc comme ça. Voilà, avec tout ce qu'on a connu avec Justin Fields, qui était même presque un paria là-bas, ils en voulaient déjà plus à un moment dans la saison. Je pense que le mec, il a complètement lâché la rampe aussi de son côté parce qu'il voyait bien qu'il était plus désiré. Mais il finit quand même avec un bilan de 7-10. Je me dis, t'as quand même Kyler Murray qui a un genre d'expérience, t'as renforcé ta O-line, t'as Marvin Harrison, t'as Zed Jones, Michael Wilson. Bon, ben voilà, c'est pas des pannes. T'as Trey McBride qui a prouvé en tant que tight end que ça tient la route. Bon, il y a quand même moyen d'accrocher. L'attaque, j'ai aucun souci pour. Je me pose aucune question sur le fait que l'attaque va plutôt bien marcher avec les nouvelles armes, avec Kyler Murray, avec Trey McBride, tout ce que tu as dit, la O-line même. Je pense qu'elle est un peu meilleure que l'an dernier, même si ça reste le point faible. C'est surtout la défense, comme tu l'as dit, voir si elle a vraiment progressé. C'est ça qui peut te faire passer un cap, ouais. Moi, je me dis, voilà, si vous faites par exemple 5 victoires, ça serait décevant, quoi. Voilà, je le dis clairement. Alors après, je sais pas comment se passe la saison, il suffit que tes titulaires soient blessés et puis ça y est. Exactement. Ça peut être patatras, on l'a déjà vu, les Rams en 2021, San Francisco en 2020. Après le Super Bowl. Oui, les deux équipes, San Francisco après le Super Bowl, le premier perdu,
Et les Rams, après celui qu'ils ont gagné, ils ont eu la gueule de bois, de toute manière. Ouais. On n'est pas allé au Super Bowl, mais c'était surtout des blessures, bien sûr, qui ont provoqué ça. Voilà, c'est le sport, ça peut arriver. Exactement. Exactement. Non, mais ça peut arriver. Bon, après, voilà, je pense qu'il faut travailler. Ben voilà, c'est ce que je dis aux équipes où tu vas pas, voilà, tu comptes pas aller au Super Bowl demain, on va dire. Mais par contre, avec tout le respect, hein, bien évidemment. Mais par contre, voilà, ce qu'on veut voir avec ces franchises-là, c'est vraiment une progression, quoi. C'est vraiment. Moi, c'est comme j'ai fait hier la preview que vous allez entendre que vous avez peut-être déjà entendu chez les Panthers. Moi, ce que j'ai dit aux Panthers, moi, ce que je veux voir, c'est voir si Bryce Young va être rassuré et va reprendre confiance en lui. C'est ça le plus important. Le reste, le bilan, on s'en fout un peu. On s'en fout. Exactement, je suis totalement d'accord. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut. Hein. Enfin, pour les Panthers, bien sûr, la progression. Pour nous, c'est une progression naturelle. C'est ça. Exactement. Pareil. La progression, voir comment progresse ton attaque, comment progresse ta défense. Et tu travailles là-dessus. Et puis voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut voir. Le bilan, c'est une chose, mais c'est pas. Voilà, t'es pas contender demain pour aller au Super Bowl. Exactement. Faut rester voilà. Mais c'est positif et il faut rester positif et rester humble aussi. Exactement. Non, voilà, c'est pour ça je te dis, moi, 6 victoires c'est le minimum pour moi. Voilà. Et après, ça peut monter jusqu'à 10 maximum. C'est la fourchette. 10, ça serait 10 exceptionnel. Mais je vois pas plus, tu vois, c'est vraiment le plafond max. Mais on est plus, voilà, moi je vise et je miserai sur 7 victoires, s'il faut miser sur quelque chose. Ouais. À 7-10 me paraît correct. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a été complet. On s'est bien amusé sur le jeu des calendriers. Ouais. On va terminer le podcast. Cyprien, c'est le moment de faire donc ta petite promo. Je vais laisser défiler dans le bandeau en dessous où vous pourrez suivre Cyprien. N'hésite pas à tout nous dire où tu es. Même pour le rugby, tout ça, n'hésite pas, c'est ton moment. Vas-y. Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de choses sur Twitter. Alors, si vous voulez suivre les Cardinals, bien sûr, c'est sur Twitter que ça se passe avec moi, @AZCardinalsFR. Vous pouvez suivre aussi Mathieu qui tient l'autre compte des Cardinals. Ça doit être @AZCardinalsFrance, oui, voilà. Sinon, pour le rugby, Café Crème Sport, quand il y en a, c'est pas souvent en ce moment. Ça va peut-être repartir, on verra. Et pour le football américain, sur Touchdown Actu, quelques articles, soit des news bien sûr, ou des articles un peu plus profonds, on essaye. Et sinon, mon Twitter perso aussi, où je mets des choses sur le rugby et des choses sur le football américain, @SprinterEmery. Voilà, c'est là où vous pouvez me suivre pour tout ce que je fais. Et ben voilà, c'est complet. N'hésitez pas à suivre Cyprien. Pour les amateurs de rugby, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis pas, je suis les infos du rugby, mais de loin. J'accroche plus comme avant. Avant, je pouvais suivre, maintenant un peu moins. Mais voilà, pour les suiveurs du rugby, n'hésitez pas à suivre Café Crème Sport parce qu'il balaie beaucoup d'actualités sur beaucoup de sports, que ce soit le MMA, je crois, il y a la NFL, il y a la rugby, il y a plusieurs choses. Beaucoup de MMA et là il y a des articles, il y a beaucoup d'interviews sur des gens sur les Jeux Olympiques, autour des Jeux Olympiques, etc. Voilà, en plus c'est le moment, donc voilà, vous serez en plein dedans quand vous écouterez sans doute la preview, donc ça sera l'occasion d'écouter, pourquoi pas le Café Crème Sport. Moi j'écoute dans ma voiture, voilà, donc les épisodes. Pas de MMA parce que j'y connais rien, mais les épisodes moi non plus. Je laisse la place aux autres. Moi, voilà, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse, on va dire. Donc voilà. Bref, je vais finir par la petite promo habituelle sur le Foot US de A à Z. Voilà, si vous voulez, vous allez retrouver l'ensemble de la programmation à partir du 23 août pour ceux qui écouteront la preview là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du Foot US de A à Z. Ensuite, la porte est grande ouverte. Si vous voulez un jour intervenir, faire des émissions avec nous, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On relance l'émission Overtime, du moins le jeu Overtime. C'est un jeu où, une fois par mois, il y aura des candidats et il y a sélectionné le meilleur de la manche qui a gagné le quiz. Et ils se rencontreront tous à la fin de l'année.
Donc, c'est plutôt sympa. Le début des previews le 28 juillet. Pour ceux qui l'ont manqué, voilà, vous avez toutes les previews depuis le 28 juillet sur la chaîne du FootUS de la Z. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. On a un Tipeee. Ça permet de nous payer, par exemple, le StreamYard ou d'autres choses pour la chaîne. Voilà, vous inquiétez pas. On n'apporte rien pour nous. Donc voilà, et je tenais à te remercier, Cyprien, pour ta venue et le temps que tu prends pour venir nous parler de tes Cardinals. Je sais que c'est toujours sympa de parler avec toi, que ce soit de foot, de foot US et tout ça, donc c'est toujours cool. N'hésitez pas à aller suivre Touchdown Actu parce que voilà, maintenant tu écris chez eux, donc c'est plutôt aussi cool de lire tes articles. Et je te souhaite une bonne. Vas-y. Merci à toi, Jonan. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours très sympa de venir chez vous. Bonne humeur, bonne ambiance. Bon, vraiment, toujours un agréable plaisir. Et j'espère que de plus en plus de monde va vous suivre. Merci, c'est gentil. Donc voilà, je souhaite une bonne saison à tes Cardinals, à Xavier Thomas. Merci. Je souhaite le meilleur. Je vais finir par ma phrase habituelle, que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde, à bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Merci, ciao. Ciao.